Excellent début de soirée. L'art touche l'architecture de plusieurs manières. On connaît l'architecte qui fait le design et on connaît le designer qui fait l'architecture. Notre invité a bâti son nom dans le design avec toutes les diversités que cela comprend et englobe, mais a également fait un nom dans l'architecture. Philippe Starck est né à Paris en 1949. Il est directeur artistique chez Cardin à 20 ans. À la fin des années 70, il réalise les Nat Club de la Main Bleue et des bains-douches, prototype des locaux hard. Sa renommée est surtout liée à son activité de designer. Ses créations de chaises, de fauteuils, de tables, de montres, de tabourets, guéridons ou luminaires, d'objets divers ont été accueillis avec enthousiasme par un public international. Ils ont investi bon nombre de nos intérieurs. Au fil du temps, il s'est toujours amusé à faire passer ses messages de plaisir et de liberté en cartonnant partout. Ce soir, nous allons nous amuser à intégrer ce monde, un monde ambigu, difficile, ce n'est pas évident, mais nous allons nous évertuer à essayer de le percer. Philippe Starck, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être avec nous, c'est un grand plaisir. Vous avez dit un jour, je ne suis pas un designer, je ne suis pas un architecte, je ne suis pas un spécialiste. Je ne suis spécialiste en rien, ce qui veut dire, je suis spécialiste en tout. Une drôle de confession, un aveu très ambigu, je dirais. Qu'est-ce que vous voulez dire par ça? Je confirme, je n'ai pas changé, je suis toujours rien. Je suis toujours rien et toujours spécialiste en rien. Et cette spécialité en rien me laisse du temps pour simplement finalement vivre, suivant une certaine éthique, suivant une certaine logique qui me permet de voir quelquefois ce que les autres ne voient pas, de ressentir, d'essayer de comprendre et d'essayer après d'aller un petit peu plus loin. Autrement dit, ce que j'essaye, le seul travail réel, c'est d'essayer d'être un citoyen. Un citoyen, c'est une notion française, c'est la Constitution de Napoléon. C'est quelqu'un qui a conscience de sa responsabilité au sein de la communauté. Et ça veut dire déjà beaucoup de choses. Ça veut déjà dire que je me place non pas au niveau culturel, non pas au niveau commercial, mais au niveau politique. Autrement dit, je suis là pour agir comme par des hasards, parce que vous savez que la vie est faite, comme dirait Monod, de la nécessité du hasard. Par des hasards, ce métier m'a choisi, parce que reconnaissons qu'il faudrait être un petit peu bête pour choisir un métier où on passe sa vie à dessiner des brosses à dents, des chaises, des lampes, des bateaux, des trucs comme ça, surtout d'une façon hystérique et effrénée comme moi. Eh bien, comme ce métier m'a choisi, je m'en sers. Je m'en sers au mieux parce que c'est un petit outil, c'est pas grand-chose, c'est un petit outil lent, lourd, gluant, mais justement il est tellement minable comme moyen d'expression que je le tire dans tous les sens pour arriver à en faire autre chose. Et cette autre chose, c'est finalement prendre des objets de la vie quotidienne, des obligations, se laver les dents par exemple, et essayer d'y injecter une vision, des visions qui vont relativement loin, ça dépend de mon niveau de paresse, ça dépend de mon niveau d'intelligence ce jour-là, qui en général est assez bas, d'y injecter de la poésie, de l'humour, de l'honnêteté, de la tendresse et toujours des surprises. Et tout cela dans une logique. Ah, toujours ça dans une extrême logique. Mais c'est une logique qui est très personnelle, qui est très subjective, non? Ah, totalement. Parce que ce qui est logique pour vous n'est pas logique pour les autres. Oh, totalement. Et heureusement. Heureusement, car la seule façon de vivre et le seul style, on pourrait dire, admissible aujourd'hui et demain, c'est la liberté, et surtout la liberté de choisir ce que l'on est, ce que l'on veut être, et la reconnaissance pour les autres des différences. Vous avez dit que le hasard fait très bien les choses, ou plutôt, c'est le hasard qui vous a amené à ce métier. On se demande ici, on se pose la question, est-ce que vous estimez que c'est le métier que vous a choisi, ou c'est vous qui avez choisi le métier? Ah non, c'est clairement le métier qui m'a choisi. C'est même la vie qui a choisi même mon process de pensée. D'abord, il y a malgré tout un héritage.
Mon père était un inventeur. Il inventait des diverses choses, des choses aussi incongrues que le tube de rouge à lèvres, par exemple, qui est une invention de mon père, d'autres choses, et surtout c'était un grand avionneur, c'est-à-dire qu'il inventait des avions, il les dessinait. Donc il était ingénieur aéronautique. Oui, 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 et c'était des avions très fins, très connus. Et donc la chose que j'ai reçue en héritage, c'est que un beau métier, c'est de créer. Car on doit puiser on doit puiser son outil de travail à l'intérieur de soi-même. On n'est pas en train d'exploiter un autre, on exploite soi-même. La création, c'est quelque chose de noble. Après, l'autre chose, c'est que pour qu'un avion, en effet, vole, qu'il existe, il faut le créer, une fois de plus, et pour éviter qu'il tombe, il faut être rigoureux. Donc en fait, ces deux choses, la création et la rigueur, sont quelque chose qui m'anime. Après, ça a été mélangé un petit peu à ma mère, une sorte de personnage complètement poétique, intuitif, purement animal, comme Rêveur. ça. Rêveur, et donc les deux ensemble, bah, ça fait un petit peu moi. Donc finalement, les chiens ne font pas des chats, et on est ce qu'on est, toujours à la suite d'un héritage. Mais après, Donc vous êtes une résultante, mélange finalement de l'atmosphère ambiante. Je suis le résultat de l'intuition et de la rigueur. Et ça, malgré tout, c'est un truc qui fonctionne relativement bien et que je conseille. Vous avez décrit les avions que votre père faisait ou designait dans le temps, ou d'avions avant-gardistes ou d'avions qui étaient en avance sur leur temps. Est-ce qu'on peut en dire autant sur votre œuvre? Moins, pour la bonne raison que ce que je fais est beaucoup moins ambitieux. C'est plutôt démissionnaire. Avec l'héritage spirituel que j'ai reçu, normalement, aujourd'hui, je devrais être en train de construire des fusées, des stations spatiales, ou d'être dans la biogénétique la plus avancée, mais je devrais faire des choses beaucoup plus intéressantes que fabriquer des tabourets et des petites lampes. Donc c'est un parcours de paresseux. Je suis énormément travailleur hystérique, à l'intérieur d'une bulle de paresse, à l'intérieur d'une bulle de crainte. Bon, il faut savoir que... Crainte de quoi? Crainte peut-être de ne pas savoir le faire, pour la bonne raison, vous savez que moi j'ai quand même des gros manques. Vous savez que je ne sais pas mon alphabet, je ne connais pas l'ordre des mois, je peux peut-être faire une addition, mais je ne sais pas faire... Je sais peut-être faire une multiplication, mais c'est pas sûr, et je ne sais pas faire de division. Donc, vous voyez, devant vous, vous avez une sorte d'autiste moderne, comme dirait ma fille, une sorte de gaga où ouvrons les guillemets, de génie sélectif. Alors, comment peut-on parler de rigueur quand toutes ces opérations-là, vous êtes incapable de les faire? Parce que j'ai pas besoin de les faire. Il y a d'autres qui le font. J'ai pas besoin de faire des calculs. Donc, il ne faut absolument rien craindre, alors? Non. Mais par contre, pour passer à un stade supérieur, où là, on n'est plus dans des enjeux minimes, comme les miens, mais dans des enjeux importants, là, il faut commencer à avoir des esprits beaucoup plus structurés, c'est-à-dire il faut rentrer dans le domaine de l'intelligence, tandis que moi, je suis dans le domaine de l'intuition et de la vision, même si j'y mêle cette rigueur. Donc, malgré tout, je me suis moi-même donné des limites, hélas. Mais ces limites, c'est pas très grave. Je pense que nul n'est obligé d'être un génie. Par contre, tout le monde est obligé de participer. Philippe Starck, on parle de votre phénomène, du phénomène Starck. Il est vrai que vous n'appartenez à aucun courant précis, ce qui a amené certains à qualifier votre architecture de surréelle, à la fois énigmatique, mais toujours pleine de revirements. Une architecture marquée essentiellement par le refus des règles et par les effets surprises. Je ne vais pas vous poser la question si vous estimez si sa description correspond à votre architecture ou bien si sa description correspond à ce que vous êtes. Je pense que dans le récit là que vous venez de faire, vous êtes en train de, pas démontrer, mais d'expliquer ou de définir ce que vous êtes, comment est votre pensée et comment vous voyez les choses, comment vous les percevez. La définition est assez bonne. Dans la mesure où c'est une architecture d'exploration. Et l'exploration, qu'est-ce que c'est qu'un explorateur? C'est quelqu'un qui a une idée,
qui dit tiens, le pôle Nord c'est là-bas, et qui va essayer d'y aller, et qui ne sait pas vraiment comment il va y aller. C'est une expérience. Il ne sait pas s'il va y arriver. C'est une expérience. Et s'il y arrive, tant mieux. S'il n'y arrive pas, c'est pas grave, il aura au moins essayé. Donc l'exploration peut prendre toutes les formes. Vous avez parlé particulièrement là de l'architecture. En termes d'architecture, je me sens tellement pas architecte que j'en suis libéré. C'est-à-dire que je n'ai même pas les obligations de l'architecte. C'est-à-dire que là, je me mets vraiment en électron libre, en troublion, en chercheur, et je dis, écoutez, moi, je ne suis pas forcé au résultat. Je construis peu en architecture. C'est pas les 10 immeubles que j'aurais fait dans ma vie qui pourront, à un moment ou à un autre, avoir une importance dans le vécu, mais par contre, il peut avoir une importance dans le vécu des architectes en les poussant, ou non d'ailleurs, mais à réagir. C'est-à-dire qu'un architecte peut dire, en voyant un immeuble japonais, qu'est-ce que c'est que cette abominable merde, mais à partir du moment où il est déjà en train de réagir en disant que c'est cette abominable merde, je le force déjà à travailler. Ou d'autres gens pourront dire, il y a une piste intéressante là-dedans. Elle est aboutie ou pas, mais il y a une piste intéressante, je vais la continuer. Et d'ailleurs, certains, je ne veux pas me vanter, mais on considère aujourd'hui que le travail que j'ai fait, particulièrement au Japon, il y a maintenant une quinzaine d'années, a été un début de piste important pour une certaine forme d'architecture. Philippe Starck, est-ce que vous êtes un designer ou un architecte cher? Il n'y a pas de cherté. La notion de cher c'est cher quand ça ne vaut pas ce qu'on donne. C'est-à-dire que si je demande 1 franc et que je ne donne pas pour 1 franc, je suis cher. Si je demande 100 000 francs et que je donne pour plus de 100 000 francs, je suis un cadeau. Alors je vais vous dire, je suis un cadeau. Je suis connu pour donner toujours plus que ce qu'on me demande, et il est possible que je sois cher. Mais tous les gens qui travaillent avec moi savent que je suis extraordinairement pas cher parce que je rapporte beaucoup plus que ce que je coûte de diverses façons. C'est-à-dire où je travaille dans des machines fonctionnantes, des machines commerciales, des hôtels, des choses comme ça, et là la preuve n'est plus à faire de la totale réussite, où je travaille en vue de faire des produits qui sont vendus, là la preuve n'est plus là, où je travaille d'une façon autre, où les résultats sont des résultats affectifs, sont des résultats... Vous savez, il y a tellement de différentes façons de rendre service aux gens. En gros, j'ai jamais vu quelqu'un mécontent de toute ma vie, et j'ai vu même des gens déchirer mes contrats en disant « Je suis désolé Philippe, je t'avais eu, j'avais été malhonnête avec toi. Quand je vois ce que tu fais, on déchire le contrat, on en refait un plus correct. On s'aime. Tous les gens avec lesquels je travaille, on s'aime. Quand je rends un projet, c'est pas un projet que je rends, c'est un cadeau que je fais. Quand ils m'envoient mes royalties, c'est un cadeau, qui vient en général d'ailleurs emballé comme un cadeau, qui arrive avec des caisses de vin, des caisses de saucissons, des trucs comme ça, n'importe quoi. C'est des relations totalement élégantes. Votre vie affective, l'amour dans votre vie, on va en parler juste après cet arrêt publicitaire. Pour l'instant, vous savez, nous avons besoin de recettes publicitaires, comme vous avez aussi besoin de royalties sur votre travail. On va s'arrêter. C'est pas tout à fait la même chose, mais enfin bon, on va pas détailler ça. Monsieur Cadeau, Monsieur Starck, on va s'arrêter avec une pause publicitaire et puis par la suite, nous allons reprendre cette entrevue passionnante avec vous. Restez avec nous. Après cet arrêt publicitaire, retour à Philippe Starck. Philippe Starck, l'émission s'intitule « Voilà Aloujo », ça veut dire « Au-delà des visages ». Et ce soir, nous essayons de vous découvrir, le Starck aux multiples facettes. Il est vrai que vous avez un portrait un peu ambigu, mais nous essayons quand même de le découvrir. Nous essayons quand même de vous dépouiller. Vous avez parlé tout à l'heure d'exploration dans votre travail. C'est ce que vous visez à faire, de découvrir, d'explorer, d'expérimenter. Et nous allons essayer également, à notre tour, de faire cette exploration et de vous connaître. Alors Philippe Starck, je vais essayer de revenir avec vous dans le temps, à votre enfance, où vous vous êtes décrit comme un être associable. Pourquoi associable? Est-ce que votre enfance fut une enfance morose, triste, difficile à assumer?
Associable, j'étais pas associable, j'aurais fait n'importe quoi pour être accepté par la société. Mais c'est pas associable. Associable, c'est quelqu'un qui ne veut pas être dans la société. Moi, j'aurais fait n'importe quoi. Le problème, c'est que je suis arrivé dans une société qui, et je ne crois pas être le seul là-dedans, je ne crois pas être le seul enfant qui arrive dans une société qu'il a du mal à comprendre, qui est régi par des lois qu'il a du mal à comprendre. Je ne comprends toujours à peine les lois de cette société, qui sont faites de choses qui me paraissent obsolètes, inutiles, fabriquées sans intelligence, fabriquées sans humanité, et toutes les applications que j'en voyais étant jeune, l'école, le rapport avec l'autre, le rapport avec les filles, choses comme ça, je ne comprenais pas. Moi, j'avais 15 ans, j'aurais fait n'importe quoi pour sortir avec des filles, mais quand je voyais la vulgarité de ce qu'il fallait faire, ce qui s'appelait aller draguer, le manque de respect de la femme que ça impliquait, que je comprenais déjà intuitivement, je ne pouvais pas faire ça. Je ne pouvais pas. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai vécu seulement avec 3 femmes dans ma vie, un point c'est tout, justement par ce respect. Et j'ai finalement petit à petit réinventé ma propre éthique, ma propre morale, mes propres lois, parce que justement étant jeune, je ne voyais aucune porte qui s'ouvrait devant moi, aucun indice d'adhésion à cette société. Et donc j'ai vécu tout seul, dans un état presque schizophrénique, on pourrait dire, caché au fond de ma chambre, caché au fond des bois pour refuser l'école. Une fois par semaine, le directeur de l'école envoyait la police me chercher, il y avait 2 motards qui savaient à peu près où j'étais, qui me ramenaient, et ça se passait très mal, et finalement j'ai survécu au système scolaire grâce à mes dessins, car à l'époque je dessinais déjà correctement, je ne sais pas que je dessinais correctement, mais déjà les idées qui étaient véhiculées par ces dessins étaient suffisamment intéressantes ou surprenantes ou je ne sais pas quoi. C'était des bases souterraines, c'était des prisons de torture. C'était des salles de torture pour mes professeurs, qui les renseignaient. Et donc les professeurs adoraient ces salles de torture que je dessinais d'une façon maniaque, on pourrait dire. Et on s'achetait régulièrement, j'achetais ma tranquillité en disant tu veux les dessins mais tu me fous la paix. Et j'ai vécu toute mon enfance comme ça, c'est pour ça que je suis totalement illettré. Après, je me suis cultivé moi-même avec mes propres choix et on peut dire que je sais 2-3 choses en littérature et en sciences, mais j'ai dû tout refaire moi-même, j'ai rien appris à l'école. Philippe Starck, votre enfance et votre jeunesse, avec tout ce qu'elles comprennent, tout ce qu'elles englobent. D'angoisse totale. D'angoisse, de doute, de crainte, d'anxiété. Est-ce que ces périodes-là vous pèsent toujours ? Je ne vis pas dans le passé, heureusement pour moi, je vis toujours dans le futur et j'essaye, à force de travail, de vivre un petit peu dans le présent, pour au moins être là pour les gens qui m'aiment et qui m'entourent. Mais mon enfance, ma jeunesse a été un tel pur bloc d'angoisse, d'horreur, de peur, que je suis bizarrement toujours dedans. Je mourrais en ayant toujours l'angoisse d'aller à l'école le matin, je mourrais en ayant toujours l'angoisse de la récitation que je ne connaîtrais jamais, je mourrais en ayant toujours l'angoisse de l'examen que je sais que je raterai ou que je n'irai même pas, je fuirai la veille. C'est quelque chose qui laisse des marques indélébiles. Je suis un éternel fuyard, j'ai toujours mon passeport sur moi, j'ai de multiples maisons dont certaines cachées dans le monde. Je ne suis jamais là où on le croit, toujours, parce que je suis en train toujours de fuir les structures que je n'ai pas compris. Et la première, en effet, c'était l'école. Donc vous êtes l'éternel fugitif. Ah, totalement. Vous estimez avoir un rapport très particulier avec la mort. Comment vous décrivez ce rapport? Et que représente la mort pour vous? Est-ce qu'un début ou une fin? Ah bah c'est évidemment une fin. Les gens qui croient à la vie après la mort sont des démissionnaires du présent. C'est des gens qui n'arrivent pas à vivre leur vie présente et qui croient qu'ils vont fermer dans l'avenir. C'est du crétinisme. Moi, je pensais avec votre raisonnement particulier, votre pensée serait différente. On a une vie, on doit l'assumer, la faire. Il y a déjà des choses passionnantes, on n'a pas besoin d'une autre. À la mort, il n'y a plus rien et c'est très bien comme ça. Il faut être un petit peu raisonnable là-dessus. Non, moi j'ai une vision très particulière, j'ai une sensation très particulière de la vie, puisqu'elles me font
puisqu'elle ne fonctionne que par rapport à la conscience de la mort. Je suis incapable d'apprécier la vie sans qu'elle soit en permanence en équilibre avec la mort. Vous savez, je suis d'origine russe et les Russes sont toujours en train de jouer à la roulette russe. J'ai toujours une balle à quelques millimètres de ma tête. Et c'est cette sensation de cette balle à quelques millimètres de ma tête qui me donne l'opportunité, qui me donne la chance par moment d'avoir conscience que je suis vivant. Ou sans ça, je ne suis pas totalement persuadé d'être vivant. Quelles sont les épreuves majeures, à votre avis, qui ont tissé cet être particulier que vous incarnez aujourd'hui? Je crois que c'est une émission de psychanalyse maintenant, mais... Entre parenthèses, avant de continuer, est-ce que vous avez jamais consulté un psychologue, un psychiatre? Non, j'ai été tenté plusieurs fois parce que à des moments ça devient dur, ça devient tellement, ce travail devient tellement un tunnel, une spirale, chose comme ça, que je me dis bordel, quelquefois il faudrait quand même que ça serait bien, mais vous savez, on n'a pas très envie d'aller farfouiller finalement dans une machine fonctionnante. Ma machine est complexe, mais elle fonctionne. Et je ne suis pas persuadé que j'ai 10 ans à perdre, car une analyse bien faite, c'est 10 ans, 15 ans, quelquefois c'est la vie. Je ne suis pas persuadé que j'en ai besoin. J'assume ce que je suis, et je vous dire, à la fin, je serai plutôt fier d'être un travailleur et de travailler sur moi-même. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, quelquefois quand j'ai pensé appeler à l'aide, c'est simplement parce que le travail était énorme, comme on appellerait un assistant, un collaborateur en disant « Viens m'aider, c'est trop gros ce que j'ai devant moi », mais finalement on fait le travail et c'est réglé. On revient à la question. Oui. Qu'est-ce qui a tissé le personnage que vous êtes aujourd'hui? Quelles sont les épreuves importantes et majeures et cruciales? Qu'est-ce qui a tissé tout et rien. Tout et rien, la vie est faite de tout et rien. C'est des sensibilités, c'est des choses personnelles qu'on va pas raconter à la télévision parce qu'on va passer après de la psychanalyse à l'impudeur. Comme je ne suis pas persuadé de la qualité déjà de notre psychanalyse, on ne va pas passer à l'obscénité de l'impudeur, mais j'ai eu peu d'épreuves, j'en ai eu quelques-unes qui ont trait à la mort et qui sont pas souhaitables. Qui ne sont pas souhaitables. Je ne pense pas qu'il y ait besoin de connaître des expériences mortelles pour l'autre, pour être enrichi dans la vie. Philippe Starck, vous avez déclaré un jour que vous étiez profondément amnésique. Vous souffrez d'une amnésie pathologique. Est-ce que c'est toujours le cas? C'est toujours le cas. Vous savez, les amnésies pathologiques sont toujours des amnésies sélectives. C'est-à-dire qu'on se souvient de choses très précises et on ne se souvient pas du tout d'autres choses et on ne sait pas trop pourquoi. Ou au fil du temps, on commence à comprendre pourquoi. On commence quelquefois à comprendre que ça fait partie du process. J'ai lu un livre très intéressant récemment qui disait que finalement l'amnésie, la perte de mémoire, n'est pas un effacement, mais une surécriture et une réécriture de l'histoire. Et je commence à comprendre maintenant pourquoi je suis amnésique. Il est impensable, avec ma structure mentale, que je sois amnésique. Donc en fait, je réécris mon passé, je réécris ce qui ne me plaît pas, je réécris les événements sans intérêt, et cette réécriture peut amener à la rendre tellement brouillonne quand on réécrit, qu'à un moment elle devient illisible et elle disparaît. Et c'est une théorie qui me paraît de plus en plus intéressante. Et ça vous allège? Je ne me souviens de rien de ce que j'ai fait une heure avant. Ou un jour avant. Donc je présume que c'est une excellente thérapie. C'est toujours très pratique pour un créateur, puisque tous les matins, comme vous. Je pars comme une page blanche. Après, on n'est jamais tout nu. Après, il y a les mémoires ancestrales, il y a les mémoires de l'ADN, et choses comme ça. Mais en termes de mémoire locale, on pourrait dire, c'est finalement relativement pratique. Philippe Starck, que vous vous décriviez il y a quelque temps comme étant un personnage sinistre et morbide. Vous avez été jusqu'à dire un jour qu'il vous est impossible d'arrêter de penser à votre travail parce que dès que vous avez un moment pour vous, vous pensez à des choses terribles. Quel genre de choses?
Ben, vous êtes totalement bien renseigné, je suis cynique, je suis la personne la plus ennuyeuse du monde. C'est Tous mon mes devoir. amis sont plus drôles que moi, j'ai essayé d'avoir de l'humour mais j'en ai pas. Je n'aime pas parler, malgré ce que vous pourriez croire au vu d'une émission comme ça, j'ai horreur de parler. Pour plusieurs raisons. D'abord parce que je ne sais pas quoi dire. Après, je suis un petit peu... Si après tout ce que vous avez dit ce soir, et vous ne savez pas quoi dire, Non, je pense qu'il y aurait des façons sûrement plus intelligentes et plus rapides et plus intéressantes de dire ce que je viens de dire. Mais non, je sais pas quoi dire en général, mais dans la vie, je sais pas quoi dire. Si vous téléphonez, quand quelqu'un m'appelle au téléphone, j'essaie de raccrocher le plus vite possible. C'est une terreur pour moi, quelqu'un m'appelle. Après, je suis un petit peu... ce que disait le philosophe Lacan, qui disait le dis-tu. C'est-à-dire que quand on dit quelque chose, ça tue ce que l'on dit et ce que l'on a en gestation. Comme moi, finalement, mon seul travail est d'être un fermier du magma intellectuel, du magma mental que j'entretiens, à chaque fois que je parle, je brûle des champs entiers d'exploration. Donc en général, j'évite de parler. Après, en effet, j'évite de penser. J'évite de penser pour la bonne raison que dès que j'ai une seconde à moi, un interstice de quelques microsecondes entre les différentes cases, entre les différentes cases qui forment le jeu d'échecs multidimensionnel de mes 250 ou 300 projets que je gère en même temps dans ma tête, qui sont des choses plutôt sophistiquées, bah, si une nanoseconde de liberté s'introduit, je vais immédiatement penser à des choses affreuses. Mon fils va avoir un accident, ma fille peut mourir, ma femme peut faire ça, et c'est l'horreur totale, donc je préfère repartir dans mes projets. vous êtes trop pessimiste, non? J'ai été longtemps pessimiste. Vous l'êtes toujours. Non, Philippe Starck, une pause avec la pub, une fois de plus. bien sûr. Après cette pause pub, retour à Philippe Starck, son raisonnement et son portrait. Philippe Starck, à un moment donné, vous étiez très emballé par ce qu'on appelle les poubelles. Les poubelles ont été à un moment donné une source d'inspiration pour vous. Je n'irai pas à l'endroit ou un lieu de prédilection, mais quand même, elles étaient importantes. Que recherchez-vous dans les poubelles? Et qu'est-ce que vous avez retrouvé et trouvé dans ces poubelles-là? Oui, c'est de l'histoire un peu ancienne. Quand je voyageais pour comprendre le monde, il y a une trentaine d'années, au lieu d'aller voir les musées ou les choses comme ça, qui sont toujours finalement la version officielle des choses, la version passée, la version figée, c'est vrai que j'avais découvert un peu par hasard un moyen de profondément connaître les gens des pays que je traversais, car les pays ne m'intéressent pas, il n'y a que les gens qui m'intéressent. Et finalement, un moyen de bien connaître les signes inconscients émis par une société, c'est les poubelles. Et donc, c'est vrai que dans chaque ville où j'arrivais, j'allais dîner et en rentrant à mon hôtel, je prenais une ou deux poubelles que je ramenais dans ma chambre et que je regardais dans le détail. Et vous apprenez des choses extraordinaires. Comme quoi? Et c'est compliqué d'abord, ça faisait il y a longtemps. Mais j'avais beaucoup appris au Japon, par exemple, sur le sacrifice, par exemple, de la face. Les cadeaux non ouverts, par exemple, et des poubelles remplies de cadeaux non ouverts. C'était extraordinaire à comprendre. L'inversion pas l'inversion, mais pour nous, des coutumes qui veulent dire des choses. C'est-à-dire qu'on n'ouvre pas le cadeau devant la personne et on ne va peut-être même pas l'ouvrir, même après pour des raisons qui m'échappent. Mais il y avait des choses extraordinaires. Moi, vous savez, je me méfie toujours du dit, je me méfie toujours du langage conscient. Le conscient est facile à écouter, est facile à lire, est facile à comprendre, mais le conscient ment, comme je vous mens en ce moment.
Je suis en train de vous parler, je veux faire l'intelligent, je raconte des choses, mais en fait, je ne suis pas en train de vous parler. Je suis en train d'essayer de paraître le plus malin, le plus séduisant, afin que les gens qui nous regardent en ce moment disent « Mon Dieu, qu'est-ce qu'il est fortiche, oh là 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 !» Et pour que les femmes disent « Oh, dis donc, finalement, le gros, il n'est pas si mal que ça. » Il est charmeur. Et il a, dis donc, Et il a une belle voix en plus, hein. Il faudrait l'écouter chanter. Et finalement, il est mignon, un truc comme ça. C'est ça le conscient. Le conscient, ça ment toujours. On tient toujours un double langage. Et la deuxième partie du langage du conscient, en général, n'a pas grand intérêt. J'essaie de travailler plutôt avec l'inconscient. L'inconscient, le problème, c'est qu'il parle peu, il s'entend peu et il s'exprime peu. Par contre, lui ne ment jamais. Alors c'est un travail supplémentaire de comprendre plutôt les micro-signes. Les micro-signes inconscients envoyés par la société, une couleur, une matière, une odeur, une vibration, un petit détail, la couleur d'une cravate, le dessin d'une montre, la cohérence ou l'incohérence entre le choix de la cravate et la montre. Pourquoi une montre ancienne, le détail de la talon de la chaussette qui sort ici, qui pour un homme aussi élégant, qui a des chaussures aussi splendides, est un défaut de vision par rapport à son bien. Il y a plein de choses à comprendre dans tout comme ça, qui sont extrêmement passionnantes, et quand vous emmagasinez comme une baleine tous ces micro-signes, comme ça, comme une baleine qui mange 3 tonnes de krill, de micro-organismes par jour, eh bien vous arrivez à faire des synthèses en général plus justes que simplement écouter ce qui se dit au moment, car les grandes idées sont les premières à être récupérées. Les grandes idées, quelquefois, sont celles que l'on veut bien qui sortent parce que c'est des choses qui peuvent rapporter, justement parce qu'elles sont récupérables. Donc il faut un peu se méfier des grands discours. Philippe Starck, on vous appelle Monsieur Plus ou Monsieur Plus. Pourquoi? Je ne sais pas si on m'appelle Monsieur Plus, je ne connaissais pas ça. Je ne sais pas, il y a Est-ce que vous pensez que c'est à cause des excès? Quels excès? Je ne sais pas. J'ai pas de nom. J'avais fait les Amis Plus. Les Amis Plus, c'était les objets discrets avec un petit chargement d'âme, on va dire, qui était une de mes stratégies d'il y a une dizaine d'années. Je ne savais pas qu'on m'appelait Monsieur Plus, mais pourquoi pas? Pour la bonne raison que je suis toujours un petit peu... Je suis un frimeur. Je suis un frimeur parce que je pense que l'exemplarité, que l'exemple est un bon moteur. C'est-à-dire que si je fais quelque chose qui me plaît, je vais en parler. Que si j'ai réussi quelque chose, je vais le dire. Je ne vais pas me cacher, je ne suis pas dans le genre pour vivre heureux, vivons cachés, bien que je vive très caché, mais je vais pas jouer le faux humble, je ne vais pas jouer le faux modeste. Je serai plutôt Gatsby le magnifique en disant regardez, j'ai fait ça, regardez, c'est génial, et ça fait ça là, en disant je ne suis pas là pour écraser l'autre, au contrario, je vais plutôt le réveiller. Comme je trouve que les gens dorment un petit peu, ou ils n'ont pas confiance en eux, je veux qu'ils comprennent que finalement, je suis rien de particulier, et que si je peux le faire, ils peuvent le faire. Et sûrement faire mieux que moi, parce qu'en plus, je ne suis pas très sérieux. Monsieur Plus n'a aucun rapport avec l'excès de poids que vous avez, non? Monsieur Plus, oui, ça, j'ai 10 kilos de trop, je l'ai toujours eu, et ça, c'est fort possible. Non, ça, je ne pense pas, parce que vous savez, être trop gros, c'est plutôt monsieur moins. Philippe Starck, est-ce que vous remaniez votre design, votre maquette en fonction de l'exigence du client? Ou bien Philippe Starck est un designer, est un architecte, est un artiste inapprochable, difficile à aborder, quand il prend une décision, personne ne peut se mêler, personne ne peut changer ou modifier ce qu'il fait, ce qu'il pense, à quoi il pense? Non. Pour reprendre en ordre votre question, les gens qui viennent me voir viennent pour quelque chose de particulier. Ils viennent parce qu'ils savent qu'il y a une forme de logique auquel ils adhèrent. Donc il ne peut pas y avoir de friction, il ne peut pas y avoir d'impossibilité entre nous. Si on travaille ensemble, c'est qu'on pense pareil, c'est qu'on s'aime. Ça, c'est la première chose. Après, je suis contraire d'une diva. Et les gens qui travaillent avec moi sont des gens comme moi, plutôt très humbles dans le travail, où on ne cherche que le résultat, que la qualité, que l'honnêteté, et on est des gens extrêmement agréables à travailler. Ça surprend tout le monde, tout le monde croit en effet, ah, star, non, on est des gens très techniques, très amicaux, très logiques, très droits, très fidèles, très francs,
Et non, les gens sont plutôt très très contents de travailler avec nous. Et nous, on est très contents de travailler avec eux. C'est des rapports basés sur le respect où chacun a sa part de travail. Si un ingénieur me dit c'est impossible, je vais dire expliquez-moi. Il me dit c'est impossible. Je dis ah là non, je veux comprendre. Il m'explique et je comprends que c'est impossible. À ce moment-là, il n'y a aucun problème, je repars à ma table et je le refais. Donc vous êtes flexible et souple. Je suis cohérent. Je ne vais pas dire que c'est possible quand c'est impossible, mais je ne veux pas qu'on me dise que c'est impossible quand c'est possible. Par contre, si l'ingénieur me dit moi j'aime pas, je dis monsieur, c'est votre problème. C'est à moi de décider ça. Philippe Starck, en 82, vous avez confié la décoration de l'appartement privé de M. François Mitterrand, président de la République française, à l'Élysée. Alors tout d'abord, comment le contact a été amorcé, comment le rapport a eu lieu avec eux, pourquoi ont-ils eu recours à vous? Je ne sais pas. Moi j'étais aux États-Unis à l'époque, j'ai reçu un jour un coup de téléphone du palais de l'Élysée en disant il y a le président qui voudrait vous voir. Alors comme je vais repartir à Paris, et comme j'avais beaucoup d'estime, une profonde estime, amitié et respect pour Mitterrand, qui représentait mes idées, on pourrait dire, j'y suis allé extrêmement content. Et là, j'ai vu un homme plus qu'intelligent, sensible, brillant, cultivé, qui m'a dit « Est-ce que vous pourriez me faire les appartements de l'Élysée comme vous voulez, afin de servir d'exemple pour que les Français comprennent qu'il faut vivre la cohérence de la modernité et aussi que vous créiez des collections de meubles qu'on puisse donner après aux industriels du meuble, ça fait des études gratuites comme ça ça les inciterait eux aussi à faire du mobilier moderne. Donc des appartements privés qui étaient en fait un prétexte à l'exemple de diverses façons. Donc évidemment je ne pouvais qu'adhérer, je le répète, par rapport à la qualité du client, les intuitions, les conversations, et après au but, donc j'étais extrêmement content en effet. Est-ce que le contact fut gardé avec le président Mitterrand ou c'était surtout son épouse Agnelle qui s'est occupée de sa décoration et de suivre les démarches finalement de la décoration de l'appartement? Non, c'était très lui. C'était très lui, avec des idées très précises. Et à l'époque, j'étais jeune et bête d'ailleurs, et j'ai cru que je pourrais d'ailleurs même faire changer d'avis un président de la République. Je me rappelle quand il m'a dit qu'il voulait 14 000 livres dans sa chambre à coucher, je lui ai dit je le ferai pas. Je le ferai pas pour la bonne raison que je comprends pas qu'on puisse dormir entouré du poids mental de 14 000 livres. Et j'ai cru qu'il fléchirait. Non, c'est moi qui fléchis. Et après, j'ai compris qu'en fait, que moi, à mon âge, j'avais une trentaine d'années, je croyais que les livres étaient un poids, quand lui, à son âge, les livres étaient un réconfort, étaient une consolidation de sa pensée. Donc je n'avais pas atteint son stade mental pour comprendre. Philippe Starck, comment cherchez-vous à exister? En vivant et en aimant. Qui a été le plus grand support affectif au courant de votre vie et de votre itinéraire? Toutes les femmes et les peu de femmes qui m'ont entouré. Quels ont été à votre avis vos projets les plus importants? Je vous répondrai de plusieurs façons. Un, c'est toujours le prochain, car je n'aime pas ce que j'ai fait dans le passé. Pour moi, c'est toujours un cumul d'erreurs. Après, c'est toujours le moins cher, car le produit le moins cher est toujours celui qui est abordable par tout le monde, donc c'est le plus humain. 3, ça ne pourra jamais être un produit que j'aime, car le produit n'est pas une finalité, n'est pas une vraie réponse. La vraie beauté, c'est de rendre le service sans le produit. Et aujourd'hui, sur quel projet important et grandiose vous travaillez? Grandiose, aucun. Important, peut-être aucun. Important pour moi, amusant pour moi. Je suis en train de faire un bateau magnifique qui m'amuse énormément. Je suis en train de préparer des jouets. Je suis en train de préparer une petite révolution dans l'hôtellerie. Je suis en train de préparer je sais plus quoi, beaucoup de choses. Mais je me rapproche de l'homme. Je me rapproche de la peau. Je me rapproche du corps.
Je suis toujours passionné par mes histoires de nourriture, à la fois à travers mes restaurants de bonne santé, élégants et de bonne santé, qui s'appellent Bon, qu'on est en train de développer, Moscou, les États-Unis, Paris, à la fois à travers ma nourriture biologique, le riz que je produis, le champagne bio, choses comme ça. Donc j'étais avant au stade de l'immeuble, qui est loin, qui est grand. Je me suis rapproché avec le meuble. Je me rapproche encore plus, mais là ça devient un petit peu confidentiel, du corps. Mais déjà on peut le voir déjà par exemple avec ma marque de montre. On est déjà près du corps. Là avec mes lunettes, ma marque de lunettes avec la micro-bio mécanique. Et là je suis en train de rentrer dans le corps. Vous pouvez les mettre? Ah bah si je le mets, oui, mais après je ne vais plus vous voir. Et ça, c'est des produits qui m'intéressent énormément parce que ça, c'est des produits, pour moi, qui décrivent ce que sera la production du futur, c'est-à-dire des choses dont le dessin est très discret, où il n'y a pas de gros logo dessus, il n'y a pas mon nom en grand, qui ne sont pas couverts de strass, mais qui ont les technologies les plus avancées du monde. Et la montre, c'est la même chose. La montre, c'est presque rien. C'est ce qu'on appelle du no design, mais aujourd'hui, ce no design est sûrement un des objets les plus reconnus et vendus dans le monde, parce que justement, on est en train de parler d'objets qui n'ont plus besoin d'être voyants, d'être show-off, comme on dit, de montrer qu'on est riche. On n'est plus là pour écraser l'autre. Ça vaut 100 $. Et je peux vous dire que vous allez voir la technologie qui va arriver là-dedans, c'est absolument extraordinaire. Pour 100 $, on donne de la vérité. Philippe Starck, pour un designer, pour un architecte comme vous, quelle est votre ville préférée? La plus belle ville est là où je suis avec la personne que j'aime, mais je ne suis pas un fou des villes. J'ai quelques retraites dans le monde et j'en ai deux que j'aime beaucoup. Une, c'est l'exploitation où je produis des huîtres. C'est une petite cabane au milieu d'une toute petite île qui est au milieu d'un océan de boue. Et ça, j'aime beaucoup cet endroit. Et après, il y a l'endroit où je serai dans quelques jours, qui est une toute petite île dans la baie de Venise, où on a une toute petite maison et où je vis avec mes voisins pêcheurs. Et ça, c'est des endroits que j'aime. Bon, s'il faut vraiment vous répondre, j'aime Venise. J'aime Venise parce que c'est la pointe du compas de la civilisation occidentale. Philippe Starck, vous avez fait le tour du monde. À travers ce tour-là, quel a été le plus bel édifice que vous avez vu? Alors d'abord, c'est pas que j'ai fait le tour du monde. Hélas, je suis dorénavant apatride, je vis dans l'avion et je suis en permanence autour du monde. Les édifices que j'aime, c'est pas en général des grandes choses. Moi, j'aime des cabanes où il y a de l'esprit et de l'amour. J'ai été toujours ému par un bout de rien comme ça, mais qui avait la beauté du bonheur des gens qui y vivaient, qui avait l'élégance de l'intelligence des gens qui y vivaient. J'arrive à l'instant même de Cuba, j'ai été touché par la Havane, par cette ville qui s'écroule comme ça, cette multiplication de châteaux qui s'écroulent, et par la vitalité des gens qui y vivaient. Donc ça ne peut pas être un édifice pour moi, c'est les gens. Les gens, les humains, la beauté des gens, ce qu'il y a dans le regard, la vibration. Le plus bel édifice du monde, c'est l'homme. Qu'en est-il du plus beau palais au monde? Un palais ne peut pas être beau. Un palais est un acte de pouvoir, et un palais a été construit en exploitant des gens, quelquefois en tuant des gens. Un palais a été en général construit en prenant la richesse d'un pays, des gens, et en le prenant à son propre profit, à sa propre gloire. Le palais est structurellement mauvais. Philippe Starck, modestement et honnêtement, aujourd'hui, à votre avis, qui est le plus grand designer? Eh bien, je n'en ai aucune idée. Pour le moment, je m'intéresse peu au design, mais je pense que le plus grand designer doit être Achille Castiglioni, qui a inventé, on pourrait dire, le design de l'après-guerre, design italien. Il y a des designers extraordinairement honnêtes et compétents, comme Alberto Meda. Il y a une jeune vague qui arrive, des gens comme Wanders, qui ont l'air extrêmement bien.
On ne peut pas dire qu'il y a de plus grands designers. Il y a des individualités intéressantes qui ont fait l'histoire ou qui feront l'histoire. Beaucoup de jeunes vous talonnent. Cette influence que vous avez sur les jeunes vous fait certainement plaisir, non? Ah, bah écoutez, oui, si les jeunes gens me rejetaient, ça voudrait dire que je n'appartiendrais plus au futur. La jeunesse, c'est le futur, et j'espère construire le futur. Donc, je suis d'ailleurs surpris. Je ne suis plus tout jeune, j'ai 53 ans, et je suis tous les jours émerveillé du fait que les jeunes me reconnaissent toujours, malgré tout, comme un petit peu leur seul porte-parole pour ce genre de choses. Ce qui montre d'ailleurs une déficience grave des jeunes designers qui auraient dû, depuis longtemps, me balayer et prendre cette place. Mais ça arrivera à un moment ou à un autre. Êtes-vous heureux de marquer ces jeunes générations? Êtes-vous heureux de marquer votre époque? Je ne suis pas heureux de marquer les générations ni mon époque. Je suis simplement heureux d'exister et d'avoir participé. Êtes-vous précurseur? Sûrement. Quel est votre monde idéal? Le monde idéal, c'est pas un monde concret, c'est quelque chose d'autre. Quand vous voyez l'image de la Lune, c'est pas la Lune que vous voyez, c'est justement son image. Elle a 8 secondes de retard. Quand vous voyez le Soleil, c'est pas le Soleil que vous voyez, c'est l'image du Soleil. Elle a, je crois, 3 minutes de retard, c'est énorme. Quand vous voyez les étoiles, c'est pas l'étoile que vous voyez, c'est l'image des étoiles qui souvent a déjà disparu. 12 milliards d'années-lumière. Elles ont déjà, en général, n'existent pas. Ça veut dire que rien n'existe. Quand je prends quelque chose comme ça, c'est des molécules qui, dans un sens, sont articulées pour faire du plastique jaune, qui, dans l'autre sens, vont devenir du tissu, qui, dans l'autre sens, vont devenir de la chair. Rien n'existe vraiment. Donc la seule chose qui existe aujourd'hui, entre réellement, de tangible pour moi, le vrai monde, dans l'état actuel, c'est un tube d'énergie qui est ici, là, qui est porté par le regard, et qui est l'échange entre deux humains. Ce tube d'énergie est extrêmement riche. Et quand on s'aperçoit donc que rien n'existe, que ce soit le cosmos, que ce soit l'énorme ou le minuscule, que rien n'existe, eh bien ça existe. Mon monde, c'est ce tunnel-là, et ces tunnels-là que j'ai avec les gens que j'aime. Philippe Starck, merci d'avoir été avec nous ce soir. Je vous en prie. C'est un fait grand plaisir de vous avoir reçu et de vous avoir présenté au public libanais. Il est vrai que un dialogue avec vous n'est pas une chose évidente. Et essayer de rentrer dans votre monde n'est pas également une chose évidente. Ça, j'ai dit au début. C'est simple, hein. Et j'avais précisé que nous allons faire un grand effort pour mieux vous connaître. Je ne sais pas si nous avons réussi à le faire, mais quand même, ça a été votre émission, ça a été votre performance, et vos opinions, vous les avez étalées. Je vous remercie et j'espère qu'on va se rencontrer très bientôt à Beyrouth. Est-ce que vous voulez commenter? Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Non, je voudrais juste... Oui, si, que j'aime beaucoup les Libanais. Que j'aime encore plus les Libanaises. C'est un peuple merveilleux. Ça fait un peu idiot de dire ça à la télévision libanaise. Ça fait un peu le genre qui passe la brosse à reluire. Mais je ne pense pas que c'est votre cas, surtout finalement, quand on écoute les propos que vous avez dit ce soir. Il n'y a pas d'inquiétude là-dessus. J'aime les Libanais parce que c'est un des peuples les plus humains que je connaisse. Ils sont merveilleusement humains. Ils ont une beauté, une poésie qui a disparu partout ailleurs. Et c'est pour ça que c'est aujourd'hui parmi les gens que je préfère au monde. Merci Philippe Starck. Je vous en prie. À très bientôt et excellente fin de soirée.